C'est sûrement le boîtier le plus vendu de ces dernières années. Canon nous a sorti le R5 Mark II est-il meilleur que son prédécesseur, Est-ce que Canon nous sort enfin le boîtier ultime, aussi bien en photo qu'en qu'en vidéo? Non mais attendez les gars. Bah quoi? Bah ouais, vous avez des chaînes YouTube vous aussi, non? Bah, je sais pas, on s'est dit que ça serait bien sur la tienne, vu que tu parles tout le temps de Canon. Non mais je rêve, c'est la poêle qui se fout de la charité, c'est pas possible. Ouais, y a pas tort, JB. Ok, on fait quoi alors? Bon, je pense que le mieux, ce serait que chacun parle de son ressenti vis-à-vis de ce boîtier sur sa propre chaîne, non, vous croyez pas? Ouais, t'as raison. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Ok. Moi, tant qu'il y a toujours moyen de gratter des abonnés, je suis toujours preneur. Et oui, cette vidéo est en collaboration avec Ben de la chaîne Retour d'Expérience et JB de la chaîne Bison Bleu. On a décidé de travailler ensemble et de proposer 3 vidéos qui se complètent à propos de ce boîtier. Alors chacun va traiter des thématiques un petit peu différentes, on a chacun notre propre vision de ce boîtier, ce qui fait que ces 3 vidéos sont complémentaires. Donc je t'invite à les regarder toutes les 3 et à donner de la force à ces 2 autres créateurs parce qu'on a beaucoup bossé pour proposer cet ensemble de vidéos. Alors le R5 Mark II, il vient succéder 4 ans plus tard au R5 premier du nom. On va parler bien entendu des différences, mais aussi des points communs qu'il y a entre ces boîtiers. Souvent, on met en avant les changements d'un boîtier à l'autre et pas forcément les points communs. Là, il y a pas mal de choses qui fonctionnaient bien, je trouve, sur le R5, qu'on retrouve également sur le R5 Mark II, comme par exemple la taille du capteur, 45 millions de pixels en plein format, ça reste inchangé, c'est plutôt une bonne chose. Seule petite différence ici, c'est le type de capteur puisqu'on passe sur un capteur empilé, ce qui par définition améliore aussi le rolling shutter. On a aussi le double slot CF Express type B/SD, pareil, ça je trouve ça bien personnellement qu'il l'ait gardé. Certains aimeraient un double slot CF Express, je peux le comprendre, mais honnêtement je trouve que l'audio CF SD fonctionne plutôt bien, on peut activer la redondance et les proxys, il n'y aura aucun problème au niveau de l'écriture des fichiers. Même écran, même viseur, les boutons sont quasiment les mêmes, moi j'ai pas noté de grosses différences entre les deux boîtiers. La seule différence, c'est le bouton on-off qui est sur la droite maintenant. Je trouve ça beaucoup plus ergonomique. C'est comme sur le R6 Mark II, sur le R7. Et ça laisse place au switch photo-vidéo qui est maintenant placé sur la gauche. Donc ça vient compléter l'ergonomie qu'on retrouve sur les derniers boîtiers Canon, par exemple le R5C, le R6 Mark II. Et même de manière plus générale, on est sur la même ergonomie et le même form factor parce que j'ai ici une cage prévue pour les R6 et R5 de première génération. Elle correspond parfaitement au R5 Mark II, tout comme le R6 Mark II. Et la seule petite différence physique, ça va être l'apparition de cette grille d'aération juste en bas. Et justement, maintenant qu'on évoque les différences, on va en parler parce qu'il y en a pas mal aussi. Ça va être en interne forcément. Donc on a parlé du capteur, mais il y a aussi le processeur. On a le même Digic X, mais en plus de ça, on a le processeur Digic Accelerator qui nous permet un traitement encore plus rapide des données au niveau du suivi d'autofocus notamment. Autofocus qui lui aussi a été nettement amélioré par rapport aux anciens boîtiers récents de Canon. Donc on a des nouveaux modes qui viennent de faire leur apparition, notamment le mode priorité à l'action. Ça, c'est ce qui va faciliter la vie du photographe de sport. Donc on peut choisir entre 3 sports pour l'instant, mais j'imagine qu'à l'avenir, des mises à jour viendront et verront plusieurs sports s'ajouter. On a un mode upscale aussi qui nous permet d'augmenter la résolution des photos directement à l'intérieur du boîtier. Pareil, on testera ça tout à l'heure. Le mode rafale a également été amélioré par rapport au R5 première génération puisqu'on passe de 20 à 30 images par seconde en RAW en shutter électronique. Et pour ce qui est du shutter mécanique, on reste à 12 images par seconde mais on passe de 12 bits à 14 bits. On a aussi le mode de pré-prise de vue et le contrôle de la visée par l'œil que personnellement je trouve assez impressionnant, beaucoup plus impressionnant que sur le R3 pour le coup. Au niveau de la batterie aussi, on a du changement, donc on est passé sur une nouvelle gamme de batteries, des LP-E6P, et bien que les anciennes batteries soient toujours compatibles, il y a pas mal de fonctionnalités qui seront désactivées si jamais on passe pas sur la nouvelle génération de batteries. Et en gros, pour résumer, ça fait juste dépenser des thunes en plus. En vidéo, on est pas mal servi, c'est pour moi là les gros upgrades de ce boîtier par rapport au R5 de première génération. Pour la première fois sur un boîtier hybride, on a l'apparition du C-Log 2 en plus du C-Log 3 et de tous les autres profils d'image déjà présents. On a toujours bien entendu la possibilité de filmer en 8K 60 en interne, ce que je trouve personnellement totalement overkill pour ce genre de boîtier. On a aussi du RAW en interne ainsi que les codecs XF AVCS et XF HEVCS en 4.2.0 ou en 4.2.2 10 bits ou 8 bits qui sont également dispo, ce qui offre pas mal de choix aux vidéastes.
À la limite, moi je trouve qu'il manque de la 6K parce que 8K c'est peut-être beaucoup trop pour la plupart des personnes et 4K parfois c'est limite. 6K je trouve que c'est le sweet spot, c'est confortable pour pouvoir cropper l'image sans perdre en qualité. Donc juste dommage qu'on n'ait pas ce palier intermédiaire sur le R5 II. Sinon on a de la 4K 120 avec du son et on a également des aides à l'exposition, les fausses couleurs, les luttes et pas mal d'assistance à la vidéo. Allez, un petit mot au niveau des menus, alors ils sont toujours aussi bien structurés, les menus Canon personnellement c'est de loin ceux que je préfère utiliser. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai tourné une très longue vidéo dans laquelle je passe en revue chaque menu de ce boîtier. Cette vidéo elle sortira d'ici quelques jours à l'heure où celle-ci sort et si jamais tu regardes ce contenu un petit peu plus tard, je te mets le lien dans la description. Donc en bref, avec ce R5 II, Canon semble enfin avoir écouté les utilisateurs qui en avaient marre d'avoir un produit, on va dire, un petit peu limitant, aussi bien en photo qu'en vidéo. Limitant, c'est pas forcément un mot péjoratif, ça veut pas forcément dire que le R5 était naze, loin de là. C'est un des meilleurs boîtiers que Canon ait jamais produit jusqu'à présent, mais il pouvait être limitant dans sa polyvalence. En photo, on était limité à 20 images par seconde en rafale, pas de pré-rafale, alors que ça commençait à arriver déjà chez les concurrents. L'autofocus était très bon, mais les avancées technologiques font qu'il a vite été dépassé. En vidéo, pareil, pas de profil d'image hyper dynamique. Le C-Log et le C-Log 3, c'est ce qu'on était obligé d'avoir dans ce boîtier, sans parler de la surchauffe au début, mais ça a été corrigé par la suite. Et ensuite, le ralenti en 4K sans le son, les codecs limités, de la prise micro HDMI et j'en passe. Là, ils ont mis à peu près tout ce qu'ils savaient faire dans ce boîtier, aussi bien dans un domaine que dans l'autre, et comme ça tout le monde est servi, et ils ont également rajouté des features assez inattendues comme cet autofocus de dingo. Franchement, c'est le meilleur autofocus du marché à l'heure actuelle, et justement c'est de ça dont on va parler. Moi j'ai pu prendre le R5 Mark II sur pas mal de prestats, des tournages pro en vidéo, des tournages aussi perso, des sorties photo et notamment en sport, parce que moi personnellement c'est ce qui m'intéresse avec ce genre de boîtier, c'est de voir la réactivité au niveau de l'autofocus. Donc j'ai commencé par le tester dans ces conditions-là, en sport, que ce soit en photo ou en vidéo. Là j'étais dans un gymnase qui était très mal éclairé, donc j'étais en mode prise de vue anti-scintillement tout le long. Ce soir-là j'étais à un entraînement de volley, donc première chose que j'ai faite en arrivant, c'est que j'ai sélectionné les visages des personnes qui étaient présentes pour les enregistrer sur le boîtier. Donc pour ça tu te mets dans le menu d'autofocus, puis détection du sujet et enregistrement priorité personne. Et là tu vas sur photographier personne et enregistrer. Dès que tu vois quelqu'un dans ton cadre, tu prends la photo. Tu peux faire ça avec 10 personnes différentes et lorsque c'est bon, tu peux activer le mode de priorité à l'action avec le sport que tu as choisi. Ça c'est la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont mis en place dans ce boîtier. Donc tu as le choix, je l'ai dit tout à l'heure, entre 3 sports, donc le football, le basket et le volleyball. Pour ça il faut bien que tu t'assures d'être en mode obturation électronique, sinon ça va pas marcher. Et après en fonction du sport que tu as choisi, le boîtier il va analyser la scène et dès qu'une action se produit, il va reconnaître le sujet, il va le suivre et de cette manière tu es sûr d'avoir ton sujet qui est en focus. Donc moi j'ai pu m'amuser à tester ça pendant environ 2 heures pendant l'entraînement et je peux te dire que ça marche vraiment très bien, même dans un endroit aussi mal éclairé, parce que comme tu peux le voir, j'étais assez haut au niveau ISO et ma vitesse d'obturation n'était pas si rapide que ça pour un sport qui veut justement avoir une vitesse d'obturation rapide. Donc là j'étais à F4, mais si jamais tu viens coupler ça au tout dernier 70-200 f2.8 version 2 dont la vidéo arrive bientôt sur la chaîne, c'est vraiment une grosse dinguerie en sport. Donc j'ai pu le tester également, le combo R5 II et 70-200 V2. Ça j'ai pu le tester en basket cette fois-ci. Alors c'était également sur un entraînement, cette fois les lumières étaient beaucoup plus agréables puisqu'on était sur de la LED dans tout le gymnase, c'était un autre gymnase et mine de rien ça fait quand même toute la différence pour un photographe parce que ça rend le travail beaucoup plus agréable. En termes de comportement d'autofocus, forcément j'ai rien à dire, comme tu peux le voir parmi tous ces exemples. En tracking ça ne décroche absolument pas, la rafale de 30 images par seconde ne nous donne que très peu de photos à jeter et idem avec le 15-35. Moi j'adore photographier du sport avec cette focale, surtout du basket, et là c'est vraiment un vrai kiff à utiliser. Je me suis placé parfois sous le panier, j'attends que l'action se passe et vu que le boîtier il reconnaît les visages parce que j'ai déjà fait mes avatars en arrivant, ça me permet de louper aucune action et de suivre vraiment tous les sujets. Donc ce R5 II c'est vraiment pour moi le meilleur boîtier en termes de suivi de sujet pour du sport, et ça vraiment de très loin. Concernant le rolling shutter, je l'ai dit en début de vidéo, il a été nettement amélioré par rapport au R5 dû à la technologie de capteur, donc c'est également un bon
bon point aussi pour d'autres types de sports, comme je sais pas, par exemple du baseball, du golf, du tennis, des sports où ça va vraiment très très vite. Moi malheureusement j'ai pas pu le tester dans ces conditions, mais il y a pas mal de tests sur internet un petit peu partout qui montrent des résultats quand même assez impressionnants par rapport au R5 de première génération. Et si jamais tu veux voir ce que ça donne dans un autre sport, notamment en boxe, Ben de la chaîne Retour d'expérience l'a pas mal testé aussi, il en parle longuement dans sa vidéo. Après, pour d'autres sports tels que le skate, forcément si tu suis la chaîne, tu sais que j'aime bien tester les trackings en skate, ça suit et traque le sujet de la même manière. Là c'est pareil, j'ai aussi photographié mon sujet pour le mettre en avatar, et dès qu'il passait dans le cadre, l'appareil le reconnaissait instantanément et ça le suivait à la perfection. Moi j'aime bien utiliser le skate pour mes exemples de tests, je le dis à chaque fois, parce que c'est des exemples qui sont assez imprévisibles, je sais jamais où ils vont aller à l'avance, ils vont quand même relativement vite aussi, ce qui fait énormément travailler les collimateurs, et ça pour le suivi, il y a vraiment rien de mieux. Et du coup, durant ces journées-là, j'ai aussi testé l'eye tracking autofocus. Malheureusement, cette fonctionnalité, elle nous permet pas d'enregistrer le viseur pendant que j'utilise l'eye tracking, mais en gros, il faut calibrer son œil, donc tu vas avoir plusieurs points à regarder un petit peu partout dans le viseur. Après, tu valides et ton œil, il sera calibré. Et ensuite, peu importe où tu regardes dans ton viseur, tu auras un petit point qui va se déplacer et qui va suivre ton regard, qui va suivre ta rétine et par conséquent faire le focus sur ton sujet. Donc j'ai shooté une bonne partie de l'entraînement de volleyball de cette manière, et pour avoir testé l'eye tracking du R3, moi je trouve celui du R5 Mark II nettement meilleur. Alors je suis conscient que c'est une fonctionnalité qui sera pas forcément utile pour tous les photographes, il faut vraiment en avoir une utilité, ça c'est sûr. Après il y en a aussi pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça fonctionne moins. Ouais, je confirme que de mon côté, c'est un peu aléatoire. Ah ouais? En fait, je comprends pas parce qu'à chaque fois que je regarde à gauche, il part à droite. Ah, d'accord. J'ai aussi fait tester ça à des potes et il y en a pour qui ça fonctionne pas tellement, donc tu vois, t'es pas le seul. Je pense vraiment que ça dépend de la vision et de la vue de chacun, je sais pas trop, en tout cas il faut qu'il soit bien calibré pour que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, tu peux quand même enregistrer plusieurs profils différents sur le même boîtier, donc si jamais quelqu'un d'autre prend ton boîtier, eh bien il peut sélectionner le profil qui va être adapté à sa vue et pas changer tes propres réglages à toi. En tout cas pour moi ça a vraiment bien fonctionné et on est sur les débuts de cette technologie, donc je suis quand même surpris de voir ce genre de feature aussi sur un boîtier tel que le R5 Mark II. Parce que honnêtement en vrai je trouve que Canon ils auraient très bien pu garder cette feature uniquement sur le flagship, c'est-à-dire le Canon R1. Bon, pour ce qui est de l'autofocus en vidéo, c'est un petit peu pareil, j'ai pas fait énormément de tests à part ici au skatepark, et pareil l'autofocus il suit parfaitement le sujet. Aujourd'hui chez Canon l'autofocus c'est plus vraiment un sujet tellement il domine le marché. Alors en photo aussi on a quelque chose d'assez intéressant, je l'ai évoqué en début de vidéo, c'est la possibilité d'augmenter la résolution de la photo à l'intérieur de l'appareil. Donc pour ça il va falloir être en JPEG. Donc moi j'ai activé le mode JPEG plus RAW parce que j'ai quand même envie d'avoir ma photo en RAW, et pour l'upscale, pour ça il faut aller dans le menu lecture, puis traitement de l'image et enfin upscaling sur l'appareil. Ensuite tu choisis ta photo forcément et ça va l'upscaler jusqu'à atteindre quasiment les 180 millions de pixels, donc en gros ça fait un x2 par rapport à la taille d'origine. Parce que oui, 45 x 2 égale 90, mais là si on prend la taille du fichier, c'est-à-dire 8192 sur 5464, on arrive à 16384 sur 10928, ce qui nous donne 179 millions de pixels, soit quasiment 180 millions de pixels. Donc ça c'est une fonctionnalité intéressante qu'on voit de plus en plus apparaître sur les appareils hybrides, et moi je trouve ça plutôt cool que Canon décide d'implémenter ça sur leur nouveau boîtier, de même que la possibilité d'enregistrer des photos pendant qu'on shoot en vidéo. Seul petit point négatif de ce mode, c'est qu'il va falloir être en mode standard et pas en mode log au niveau du profil d'image, mais bon quand même on a toujours la possibilité d'enregistrer des images fixes pendant qu'on filme, et ça c'est quelque chose qui n'était pas possible avant chez Canon. Donc je pense notamment à du reportage, du journalisme, ça peut être intéressant de filmer et d'avoir une photo en même temps, ça évite de faire un screenshot de vidéo. Moi personnellement j'en ai pas tellement l'utilité, mais si Canon l'a fait, c'est que ça répond forcément à une demande. Alors pour ce qui est de l'upscale, moi je t'affiche ici les résultats. Alors forcément avec la compression de l'exportation de la vidéo puis de l'upload sur YouTube, plus le fait aussi que la grande majorité des personnes visionnent ce contenu en basse qualité sur un petit écran de smartphone, je suis convaincu que personne vraiment ne verra la différence. C'est pourquoi je vais t'expliquer vite fait mon ressenti. Alors l'upscale c'est bien, on obtient bien des fichiers plus grands en termes de résolution, on est bien sur du 16384 sur 10928 pixels. La taille du fichier JPEG est de 46 mégas, c'est à peu près la taille
taille du fichier RAW, et du coup j'ai voulu comparer ça avec la fonctionnalité d'upscale des logiciels Luminar et Topaz. Donc sur Luminar, j'arrive pas à exporter un fichier plus grand que 10 000 pixels de haut, donc la taille est quasiment équivalente on va dire. Par contre, j'observe que la qualité d'upscale est nettement supérieure à celle du R5 II en interne grâce à Luminar. Là j'ai énormément zoomé sur mon image comme tu peux le voir, et peu importe où je vais sur les zones nettes, eh bien j'observe quand même que la qualité est vraiment meilleure. Après, l'effet il est quand même un petit peu trop net sur Luminar, comme une sorte de lissage dû à l'IA qui est généré grâce à cet upscale. C'est pourquoi j'ai demandé à Ben de me faire quelques agrandissements sur Topaz Gigapixel, qui est un logiciel qu'il utilise. D'ailleurs un grand merci Ben pour ça. Et au niveau des résultats, je t'affiche un giga zoom entre les deux parties nettes de l'image. Et en termes de conclusion, on peut constater quand même que Gigapixel fait un meilleur travail que les algorithmes internes du boîtier du R5 Mark II. En même temps, je vais te dire, c'est normal, c'est un logiciel qui est conçu pour ça, mais quand même Canon n'a vraiment pas à rougir, parce que je te rappelle, là je suis zoomé à je sais pas combien de pourcents, peut-être fois 1000%, donc à l'œil nu ce serait vraiment compliqué de voir la différence. Et aussi il faut noter que sur les deux logiciels, la taille du fichier dépasse très largement les 100 mégas en x2 et les 200 mégas en x4, ce qui pour le coup est totalement overkill. Et enfin, si je compare le fichier JPEG de base et l'upscale du boîtier, j'observe quand même une différence de résolution. C'est pas le jour et la nuit, mais on peut dire que ça fonctionne quand même plutôt bien. Et encore une fois, ce mode il est dispo uniquement en JPEG, ça va pas fonctionner sur des photos en RAW, tandis que les logiciels tels que Luminar ou Topaz ou d'autres logiciels d'upscale vont upscaler des photos en RAW. Alors au niveau du buffer maintenant, forcément on augmente la vitesse des rafales, on passe de 20 à 30, on augmente les performances d'autofocus, on a même le mode de pré-capture. On peut être en droit de se demander comment va se comporter le buffer face à tout ça, face à toutes ces améliorations. Ça demande quand même des ressources, et mine de rien j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y a pas beaucoup de problèmes. C'est pas la perfection non plus, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il galère, et en fait non, il se vide assez rapidement, sachant que je shoot en RAW pleine taille et pas en C-RAW, donc les fichiers sont beaucoup plus volumineux, et du coup la vitesse d'écriture est assez rapide, que ce soit sur la CF Express ou sur la SD. Moi j'utilise des SD en V90, les mêmes que sur mon R6 Mark II, et sur le R6 II, parfois j'attends quelques secondes avant que le buffer soit complètement vide et recommencer une série de photos. On a quand même 10 images d'écart en rafale entre ces deux boîtiers, le R6 II et le R5 II, donc ça explique aussi peut-être qu'il a un peu plus de mal sur le R6 II. Alors on a aussi le mode de pré-capture, ça c'est vraiment hyper intéressant, c'est maintenant dispo sur quasiment tous les boîtiers, et pour la première fois chez Canon, fini l'empilement de RAW dans un fichier un petit peu chelou. Ici on a bien tous les fichiers RAW enregistrés sur notre carte, ce qui nous fait gagner énormément de temps, parce qu'on n'est pas obligé d'ouvrir un logiciel en plus pour extraire les RAW qui nous intéressent. Ça c'était un petit peu une tannée, franchement sur les anciens modèles, je m'en servais jamais, parce que j'avais la flemme en fait d'ouvrir un logiciel Canon pour extraire mes RAW, ou le faire sur le boîtier tout simplement, j'avais pas envie de faire ça. Là ici on a tous nos RAW sur l'ordi, et c'est vraiment un gain de temps en fait. Alors autre chose aussi, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais parmi les différences, on a bien sûr la prise HDMI pleine taille, donc on passe d'une prise micro HDMI à une prise full HDMI maintenant, donc fini le câble un petit peu chambranlant qui casse, les problèmes de connexion aussi. Alors je préfère de loin le SDI à l'HDMI, mais bon c'est quand même mieux d'avoir de l'HDMI pleine taille plutôt qu'une prise micro HDMI ultra fragile. Dans un boîtier à quasiment 5000 €, ça fait un petit peu tâche. Et ça, du coup, ça me fait une transition parfaite pour parler du mode vidéo qui a été nettement amélioré par rapport au R5, et qui moi personnellement me séduit pas mal. Alors on reste cependant toujours sur des menus type photo, on n'est pas sur une ergonomie de menu vidéo comme on peut avoir sur le R5C ou toute la gamme Cinema Line, mais c'est toujours cool de voir qu'il existe de plus en plus de fonctionnalités en vidéo. J'ai l'impression maintenant que Canon a enfin compris qu'un hybride, c'est quelque chose qui doit être aussi polyvalent en photo qu'en vidéo. Alors on a l'apparition du C-Log 2 qui est de loin le meilleur log dispo chez Canon. Ils ont été très timides avec ce profil d'image depuis le départ, le réservant à une élite dans un premier temps, avec des boîtiers ciné, mais force est de constater que la demande elle est bel et bien là, et c'est un impératif je trouve de mettre ce profil d'image à l'intérieur de ce boîtier. Ce profil d'image il est beaucoup plus dynamique que le C-Log 3. Alors en termes d'ISO, on est sur un ISO natif de 800, et j'ai l'impression qu'on a un deuxième gain quand on passe à 4000, une sorte de valeur native non officielle. Mais si jamais t'aimes te faire mal et que tu veux un peu plus de geekerie, moi je t'invite à regarder la vidéo de JB qui aborde le sujet un petit peu plus en détail. Yes, effectivement, comme le R5 II a deux circuits d'amplification,
2 ISO natifs. Mais contrairement aux caméras de cinéma, ils s'actionnent automatiquement et ne peuvent pas être décorrélés des ISO classiques qui ne sont, sur des capteurs modernes dits ISO invariants, qu'une exposition logicielle de l'image. On peut donc pas ici les utiliser pour optimiser. C'est bon, merci. Moi, ce qui m'intéresse en vidéo, c'est vraiment la dynamique. On est de loin sur le boîtier le plus dynamique chez Canon, voire même le plus dynamique face à tous les autres hybrides du marché. Et avec le C-Log 2 et cette technologie de capteur, j'ai énormément de latitude sur mes images et vraiment, c'est un vrai confort d'utilisation. Bien vu, c'est le point qui m'a le plus impressionné sur ce R5 Mark II et personne en parle. Enfin si, là t'en parles, et puis j'en parle aussi. Mais j'ai vu personne... J'ai oublié ma phrase, tiens. Bon, j'ai aussi testé la stabilisation en vidéo, donc là je suis à 15 mm avec et sans les différents modes de stabilisation. Je te laisse te faire ton propre avis en visionnant ces images. Alors maintenant, concernant la surchauffe, je dois dire qu'aujourd'hui c'est plus du tout un sujet chez Canon. Moi j'ai été tranquille durant toute la durée de mes tests, j'ai pas vu une seule fois le témoin de surchauffe apparaître. Et pareil au niveau de la batterie, j'ai essayé de tester au maximum, voir combien de temps elle pouvait résister, et honnêtement j'ai été très surpris parce que la seule batterie que j'avais en LPE6P a tenu, allez, on va dire 2h, 2h30 de tournage, à savoir de 14h à 17h30, sachant que j'ai fait des tests en RAW, en 8K, en rafale, en pré-rafale, avec tous les plus gros codecs à chaque fois, et la batterie a duré 2h30, ce qui est vraiment pas mal. Alors j'ai pas fait de test par contre de montée en ISO, moi je te laisse aller voir les vidéos de mes collègues pour ça, qui ont pu tester ça, mais de ce que j'ai pu tester, on est un poil moins bon sur le R5 II par rapport au R5, en tout cas en photo, c'est vraiment pas flagrant. Et puis aujourd'hui avec tous les logiciels de réduction de bruit, on arrive quand même à des résultats de ouf. En vidéo on l'a vu, on a une sorte de double ISO natif, et de manière générale on peut monter facilement jusqu'à 12800 et obtenir des plans qui tiennent vraiment la route. Malheureusement on n'est pas sur le triple base ISO de la C80, ça c'est réservé à la gamme Cinema Line, donc ça laisse quand même place à de l'amélioration sur un potentiel upgrade dans 4 ans, mais bon là c'est vraiment juste pour chipoter parce que en soi ce boîtier il est vraiment excellent. Concernant les points négatifs, vraiment j'ai pas noté grand chose. Pour moi ce boîtier il coche toutes les cases aujourd'hui, c'est un des meilleurs. Si je devais noter une chose, peut-être ce serait son ergonomie qui est toujours pas axée sur la vidéo, dans le sens où on n'a pas de prise SDI, on n'a pas la possibilité de choisir l'obturateur en angle alors que c'est disponible sur quasiment tous les boîtiers qui disposent d'une fonctionnalité vidéo. Je pense notamment au GH7 que j'ai pu tester récemment, qui l'a. De même que l'iris ou bien l'ISO en valeur de gain en plus de la valeur nominale. Ça Canon sait très très bien le faire, parce que c'était déjà présent sur le R5C, la C70, la C80. Donc ouais, des options un petit peu plus poussées en vidéo avec pourquoi pas un menu ciné carrément. Je sais pas, parlez-vous entre le département photo et vidéo, pas vrai? Bah ouais, grave. Parce que c'est bien d'avoir du RAW, de la 8K, mais personnellement je connais pas beaucoup de monde qui utilise ça vraiment tous les jours pour leur prod, d'autant plus qu'avec les codecs actuels, les XF-HEVC et XF-AVC, on a toutes les métadonnées d'enregistrer, ce qui offre encore plus d'options pour des fichiers plus légers. À part ça, moi je pense qu'on est là sur un produit qui tient absolument toutes ses promesses. Le R5 Mark II c'était un des boîtiers les plus attendus avec le R1, donc on est sur une évolution logique de la part de Canon avec cette gamme 5 qui a toujours fait les beaux jours de cette marque. Moi ce que je retiens le plus, c'est deux choses. D'une part c'est l'autofocus, aussi bien en photo qu'en vidéo, c'est un réel plaisir à utiliser, il est fiable à 99% du temps pour pas dire 100%, et ensuite le mode vidéo il bénéficie d'une bonne mise à jour, notamment en termes de dynamique, parce que il était assez vieillissant sur l'ancien modèle, ce qui me fait me poser des questions aussi quant au prochain R6 Mark III. Est-ce qu'il y aura du C-Log 2? Est-ce qu'il y aura des améliorations au niveau de la vidéo? Quel type de capteur il y aura aussi également? On voit également des rumeurs sortir sur un potentiel EOS RC, donc un concurrent direct à la FX3 avec des menus Canon Cinema, pourquoi pas? Est-ce qu'il fera de la photo aussi? Est-ce qu'on sera vraiment sur un
vrai hybride hyper polyvalent. En tout cas, 4749 €, c'est un petit peu plus cher que le R5 au moment de la sortie, un peu plus cher qu'un A7S3, mais plus récent également et nettement plus polyvalent selon moi, notamment en photo. Je dirais que le seul concurrent direct aujourd'hui, c'est le Z8 qui a une meilleure rafale, par contre un moins bon autofocus, une moins bonne montée en ISO et un log un petit peu moins dynamique. Je pense que ces deux boîtiers ils se valent, chacun a ses avantages et ses points faibles, sans parler aussi de la gamme d'objectifs qui est vraiment très présente maintenant chez Canon, ce qui fait que j'en suis sûr cette marque est en train de séduire de plus en plus d'utilisateurs et ce R5 Mark II en est la preuve. C'est une belle réussite, il correspond très bien aux photographes de terrain, sportifs, animaliers, à la recherche du meilleur autofocus et d'une bonne résolution, tout comme aux vidéastes aussi qui cherchent une grande plage dynamique et une excellente montée en ISO. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Code créateur Nico sur la boutique IPLN. Un grand merci aux potos Ben et JB pour cette collab. Je te laisse bien évidemment leurs chaînes respectives dans la description et si jamais tu veux voir leurs reviews, elles sont dispo juste ici. C'est pas de la laque, c'est du déo. J'ai du déo dans les cheveux. Putain, 48 heures anti-transpirant. Putain, je fais vraiment des trucs insensés. Bah ouais, grave. C'est quoi, c'est grave.